Bonjour et bienvenue dans ce concours de pitch. Nous allons écouter 4 startups qui vont vous présenter leurs projets, leurs perspectives, ce qu'ils font et pourquoi ils existent, leur vocation. Elles vont être évaluées par un jury de professionnels et d'étudiants qui vont les noter sur 4 critères précis. Et les 3 premières startups donc, qui auront le mieux convaincu seront dotées de prix, donc du premier au troisième. Et donc merci pour votre écoute et on va faire intervenir la première startup. Donc, Monsieur Didier Roux pour What Anywhere. Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter What Anywhere aujourd'hui en quelques minutes. Et l'objectif en fait qu'on cherche à atteindre, c'est le suivant. On souhaite faire fonctionner des véhicules électriques avec de l'éthanol. Ça peut paraître bizarre et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça et surtout comment on fait ça. Donc aujourd'hui, pour arriver à ce résultat, on développe un groupe électrogène qui fonctionne avec de l'éthanol qu'on fait passer dans des piles à combustible afin d'obtenir un rendement très élevé en termes électriques, de l'ordre de 60%, ce qui est bien meilleur que ce qu'on aurait obtenu avec un moteur thermique qu'on aurait utilisé là aussi avec de l'éthanol. Pourquoi on cherche à faire ça? Alors, le premier marché en fait, qu'on souhaite adresser, comme je vous l'ai dit, c'est le véhicule électrique. Et il faut savoir que le véhicule électrique est face à un paradoxe. D'un côté, l'utilisateur final souhaite avoir un véhicule électrique qui ne coûte pas cher, donc il faut lui mettre une batterie finalement de taille réduite, ce qui a une influence évidemment sur son autonomie. Mais en même temps, ce même consommateur, il aimerait bien avoir un véhicule électrique pas cher avec l'autonomie la plus grande possible. Et donc, on est face à une situation un peu contradictoire. Et la seule manière de résoudre cette contradiction aujourd'hui, c'est d'arriver à déployer très rapidement ce qu'on appelle des bornes de recharge rapide. Donc ce sont des bornes qui vont nécessiter des puissances relativement élevées, de l'ordre de 50 kW jusqu'à 350 kW. Et si vous en installez plusieurs, jusqu'entre 5 et 10, ça vous demande finalement d'approvisionner de la puissance électrique de jusqu'à 1 MW. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, notre réseau électrique, il n'a pas été pensé à l'origine pour pouvoir fournir cette puissance-là, des puissances instantanées relativement importantes pour recharger les véhicules électriques. Et donc, si on veut arriver à sourcer par le biais du réseau électrique cette énergie-là, ça va prendre jusqu'à 1 à 3 ans pour installer ces bornes de recharge un peu partout en Europe. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup plus lent que le déploiement de véhicules électriques. Et donc nous, notre système, notre groupe électrogène qui est alimenté en éthanol est totalement indépendant du réseau et on peut l'installer en moins d'un mois et approvisionner avec une énergie renouvelable toutes ces bornes de recharge rapide nécessaires aux véhicules électriques. Donc notre modèle économique, c'est le suivant. On ne vend que le groupe électrogène. Les opérateurs de bornes de recharge, eux, viennent se connecter à notre groupe. Ils viennent approvisionner ensuite l'éthanol. Donc l'éthanol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un carburant qui est labellisé vert par l'Europe. Donc il permet aussi de décarboner l'électricité qui est utilisée pour recharger les véhicules électriques. Et notamment, notre système, s'il était installé en Allemagne ou même en Pologne, permettrait d'économiser plusieurs centaines de grammes de CO2 par kilowattheure. Et ça va devenir véritablement essentiel pour pouvoir garantir que le déploiement du véhicule électrique est véritablement un acteur majeur pour la transition écologique dans les années qui viennent. Super, merci beaucoup. On va passer à la seconde start-up. Donc maintenant, on va passer à Elzerd. Bonjour, en tout cas à toutes et tous. Je suis Florence Amardeil, cofondatrice d'Elzéar. Alors, je sais que vous êtes très très bien placés ici pour savoir que demain, l'agriculture doit faire sa révolution. Enfin, quand je dis demain, je dis surtout aujourd'hui, quand on voit tous les bouleversements actuels, en termes de changement climatique, bien évidemment, on l'avait encore vu cet été avec tous les aléas, en termes aussi de perturbations économiques, l'énergie, la guerre en Ukraine, en termes de demande sociétale, parce qu'on veut tous manger locaux, sains, bio, mais pas cher et à la fois goûteux. Et pourtant, on voit aussi avec les derniers chiffres de la Grèce qu'on a perdu 100 000 agriculteurs ces 10 dernières années, sauf sur la production maraîchère, qui est en augmentation depuis 2017. Et quand on parle de production maraîchère, généralement, on parle de production diversifiée. Sur une parcelle, on va tomber sur un ensemble de 3, 4, 5, des fois 10, 20, 30 espèces différentes à cultiver sur une même parcelle, dans un système qui est assez complexe, puisque chaque itinéraire de culture va avoir ses propres contraintes, son propre matériel,
ses propres protections de culture avec ses bioagresseurs, etc., etc. Donc une mine de données et de quantité d'informations à gérer qui est absolument incroyable. Et en plus de ça, pour cette révolution agricole, on sait qu'il faut qu'on mette en place des pratiques plus vertueuses, des pratiques plus durables, des pratiques agroécologiques. Mais sauf que de mettre en place ces pratiques agroécologiques demande de l'anticipation, demande de la prévention, demande aussi plus de connaissances techniques. Et les agriculteurs, ils ont déjà tellement de poids sur les épaules par rapport à toutes ces obligations et toutes ces transitions actuelles que c'est compliqué pour eux d'arriver à piloter à la fois cette complexité des fermes diversifiées et en même temps tous ces changements qui sont en cours, plus les obligations réglementaires. Ça fait beaucoup de choses, non ? Quand on regarde les outils numériques aujourd'hui qui existent en France, il y a pas mal de RP pour l'aide au pilotage des fermes. Mais le constat est fait qu'elles sont principalement adressées aux filières des grandes cultures. Céréales, viticulture, arboriculture. Et même l'outil des chambres d'agriculture n'est pas fait pour le maraîchage, et encore moins pour les fermes diversifiées. On trouve que c'est une grande injustice. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, on co-construit avec différents acteurs de la filière maraîchère, des conseillers de chambres d'agri, des chercheurs, des enseignants agricoles, des porteurs de projets en installation, des exploitants agricoles beaucoup plus expérimentés, une solution qui permettrait de pouvoir les accompagner, les aider à planifier tous leurs calendriers culturaux, à optimiser leur plan d'assolement, à pouvoir anticiper la mise en œuvre de pratiques culturales à travers une base de connaissances d'itinéraires culturaux qu'on construit avec ces acteurs, avec ces partenaires, et de pouvoir finalement les aider à avoir cette vision à 360 degrés sur l'exploitation pour pouvoir suivre, pour pouvoir piloter, pour pouvoir optimiser et pour pouvoir justement anticiper des changements. Et également pour pouvoir avoir de la traçabilité. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans 80% des fermes maraîchères diversifiées, il n'y a absolument aucune information qui soit stockée quelque part. Souvent, les producteurs font soit à vue de nez, soit ils écrivent quelques informations sur des carnets de notes papier ou les mieux organisés dans des tableurs Excel, mais qui sont, on l'a montré à certains aujourd'hui, difficilement compréhensibles et historisables. Donc tout l'enjeu ici, c'est de pouvoir récupérer de la donnée sur cette filière, de pouvoir analyser les parcours culturaux, les itinéraires techniques, et de pouvoir être force de proposition et de recommandation ensuite pour pouvoir les accompagner dans ces transitions, pour pouvoir les aider à dégager de meilleurs revenus, pour pouvoir faire en sorte que ceux qui s'installent aujourd'hui, qui sont souvent issus de reconversion professionnelle, comme Emeline qui s'est installée sur 2 hectares, mais qui pour une AMAP produit 50 légumes différents en bio, ou bien Régis sur une plus grande surface qui lui a besoin de changer ses pratiques, mais il a 200 personnes à gérer en saison, donc c'est compliqué de remettre en cause tout son système, de pouvoir les accompagner pour pouvoir se dégager de meilleurs revenus et aussi de pouvoir répondre aux obligations de traçabilité qui leur sont de plus en plus imposées par les cahiers des charges, par les obligations réglementaires et autres, et de pouvoir faire en sorte qu'on arrive à déployer des fermes qui puissent être pertinentes par rapport à nos besoins d'alimentation locale, mais qui puissent être surtout résilientes face aux aléas climatiques, face aux aléas économiques auxquels ils font face souvent aujourd'hui. Donc voilà, on cherche des partenaires, on cherche des talents pour nous rejoindre aujourd'hui chez Alzéar. On a une grande mission, on a beaucoup d'ambition et on pense que cette mission elle est essentielle pour notre agriculture et à promouvoir comme modèle pour le futur. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va maintenant passer à la 3e start-up avec Terra Innova. Merci. Donc, bonjour à tous, Thomas Aden, je suis responsable du pôle agronomie chez Terra Innova. Donc, Terra Innova, c'est une start-up qui a été créée en 2018 par un ingénieur en travaux publics et un agriculteur. Pour ma part, j'ai rejoint Terra Innova il y a 3 ans pour développer l'activité de l'entreprise en région Île-de-France. Donc Terra Innova, c'est une entreprise qui valorise les terres de chantier en agricole. Qu'est-ce que c'est une terre de chantier ? Une terre de chantier, c'est une terre qui va être excavée dans le cadre de projets de construction, d'aménagement. Vous devez en voir pas mal à Saclay en ce moment. Il faut savoir que le secteur du BTP, c'est le secteur qui génère la plus grosse quantité de déchets en France.
Et les terres excavées, c'est la plus grosse part de ces déchets. Ainsi, une terre excavée, c'est 40% de la totalité des déchets en France. Ça représente 160 millions de tonnes excavées chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait de cette terre aujourd'hui? Eh bien, la plupart du temps, on l'envoie en décharge. C'est des solutions qui vont être de plus en plus rares et de plus en plus coûteuses pour les aménageurs et les entreprises de travaux publics. En effet, en Île-de-France, par exemple, il y a énormément de chantiers, tellement de chantiers que les décharges vont être rapidement remplies et du coup, les camions vont parcourir de plus en plus de kilomètres pour aller de plus en plus loin pour envoyer la terre, pour faire des montagnes de terre à d'autres endroits ou alors aller remblayer des carrières. C'est pourquoi on va chercher de plus en plus des solutions de valorisation. Certaines existent déjà au sein des grands groupes, mais c'est seulement du BTP vers le BTP. Personne ne regarde véritablement du côté de notre agriculture. Et pourtant, la terre pourra avoir un véritable intérêt. En effet, notre agriculture a aussi ses problèmes. Une perte de biodiversité vertigineuse depuis des années, des millions de kilomètres de haies arrachées, des sols qui sont appauvris par des pratiques intensives. C'est pourquoi Terra Innova propose de créer un pont entre le secteur du BTP et le secteur de l'agriculture. Utiliser la folle dépense générée par la gestion des terres excavées au sein du BTP pour rendre des services à l'agriculture et à l'environnement. Concrètement, comment ça marche? On va proposer aux entreprises de travaux publics et aux aménageurs d'aller caractériser leurs terres sur leur chantier, donc faire la caractérisation agropédologique, réaliser des analyses de pollution, des analyses agronomiques pour étudier le potentiel de la terre. Puis, on va aller voir les agriculteurs autour du chantier pour leur proposer des solutions innovantes de valorisation de ces terres dans un principe d'économie circulaire. On va aller chercher des agriculteurs au plus proche du chantier pour avoir des camions qui parcourent pas trop de kilomètres. Et on va leur proposer des solutions de valorisation. Donc, par exemple, je peux citer les haies sur talus qui vont recréer des habitats pour la biodiversité, créer des obstacles contre le ruissellement des eaux ou contre le vent. Également de la reconstitution de sols sur des parcelles appauvries, avec des sols qui ont subi l'érosion, des sols qui sont devenus incultes par des pratiques intensives ou par des interventions humaines. Donc chez Terra Innova, notre modèle économique est le suivant. Aujourd'hui, une entreprise de TP ou un aménageur va payer en moyenne 15 € pour évacuer 1 mètre cube de terre vers une solution d'élimination. Chez Terra Innova, on va lui proposer une économie en moyenne de 30% pour une solution de valorisation. Donc aujourd'hui, on est implanté à Nantes, Toulouse, Paris et Lyon. On est une équipe de 15 personnes. Le marché des terres excavées dans le BTP, c'est assez spécifique. Ça demande d'être assez pluridisciplinaire. On mêle des compétences en agronomie, en travaux publics, en écologie. On cherche à se développer, on cherche sans cesse des partenaires, on veut plus mailler le territoire, continuer à grossir. Donc c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui ma structure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la dernière start-up avec Carbon Farmers. Bonsoir à tous. Écoutez, pour commencer, je voulais vous partager une excellente nouvelle qui est plus qu'une conviction, c'est une réalité. L'agriculture va jouer un rôle crucial pour l'atténuation du changement climatique. L'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi la possibilité de réduire de 25% ces émissions si on intègre dans nos itinéraires culturaux des pratiques d'agriculture régénérative. Et cela sans réduire les rendements. La transition pour le monde agricole et pour les agriculteurs est coûteuse. Elle est coûteuse et risquée. Et les financements qui existent de réduction d'émissions aujourd'hui sont dirigés principalement sur des projets à faible traçabilité,
à co-bénéfices limités et sur des zones d'impact extrêmement éloignées des zones d'activité des entreprises qui investissent dans ces projets. Et donc chez Carbon Farmers, l'ambition, le souhait, c'est que nous souhaitons aider l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire à réduire son empreinte carbone à l'aide d'un business model et d'une technologie qui vont permettre de donner de la valeur, plus de valeur à la décarbonation. Plus de valeur à la décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire un financement pour les agriculteurs et pour les rendre plus résilients. Ça veut dire de nouvelles sources de revenus pour les coopératives qui accompagnent ces agriculteurs. Ça veut dire également pour les entreprises qui souhaitent compenser des projets locaux et des entreprises qui connaissent, qui ont la preuve de l'impact du financement. Et pour les industries agroalimentaires, c'est la capacité de suivre la traçabilité de leur réduction d'émissions. Voilà. Donc Carbon Farmers, c'est tout ça. Carbon Farmers, dans notre business model, comment on fonctionne? On a 3 étapes et 3 sources de revenus majeures. Le diagnostic initial, 600 €, qui est facturé 600 € par exploitation, et qui permet de donner le potentiel de la traçabilité carbone. Nous avons ensuite le projet en lui-même, qui est valorisé par des crédits carbone, valorisé à 45 € et dont 75% de la valeur revient à l'agriculteur. Et puis le troisième élément, c'est le suivi via une plateforme du suivi des réductions d'émissions pour les industriels agroalimentaires qui souscrivent à cette plateforme via un abonnement SaaS. Où en sommes-nous? Nous avons convaincu plusieurs acteurs majeurs. Donc dans le monde agricole, dans le monde de la production agricole, nous avons convaincu des producteurs, des groupements de producteurs et une coopérative majeure. Nous avons convaincu aussi des financeurs, le groupe La Poste, qui est le premier acheteur de crédit carbone en France. Et donc nous avons aujourd'hui plus de 200 agriculteurs engagés dans le projet bas carbone et nous devrions rapidement doubler ce nombre au début de l'année 2023. Vis-à-vis de la concurrence qui s'organise dans ce marché du carbon farming, eh bien, nous avons 3 avantages compétitifs majeurs. Celui d'apporter une réponse au sujet de la traçabilité des réductions d'émissions pour les industriels agroalimentaires. Celui d'être compatible, deuxième avantage compétitif, avec l'ensemble des standards d'évaluation et les outils d'évaluation pour la génération de crédit carbone. Et puis d'être une solution intégrée qui permet de maximiser le financement pour l'agriculteur. Alors qu'est-ce qu'on attendait de cette rencontre avec les étudiants d'AgroParisTech? C'est de partager notre conviction et notre réalité sur l'agriculture, affiner ensemble et rencontrer pour affiner nos modèles. Et puis donner envie à certains étudiants de nous rejoindre puisque nous avons différents postes ouverts. Notre engagement, c'est d'avoir une démarche responsable et transparente. Nous souhaitons partager la valeur avec l'ensemble des acteurs et en particulier avec les agriculteurs. Et nous souhaitons avoir les projets les plus transparents du marché. Voilà, dans 5 ans, nous pensons régénérer 800 000 hectares et générer plus d'1 million de crédits carbone. Voilà, donc avec vous, ensemble, dans la réflexion, au travers de toute la chaîne de valeur agroalimentaire, nous voulons accélérer la transition. Ok, là ça marche. Du coup, je vais inviter les 4 speakers à venir sur scène pour un temps de questions-réponses avec le jury. Et aussi, voilà, il y a aussi des étudiants qui ont des questions, ce sera l'occasion de les poser juste après.
Du coup, je vais passer le micro au jury, qui pourra aussi se présenter en même temps que poser les questions. Bonjour, moi de mon côté, je m'appelle Juliette, je travaille pour un fonds d'investissement qui s'appelle Capagro, qui accompagne des startups sur toute la chaîne de valeur agri-agro. Et donc, personnellement, je suis plus spécialisée en protéines alternatives et packaging, mais je vais essayer quand même de poser des questions. J'avais une première question pour Watt Anywhere. Alors, je ne suis pas du tout familière avec ce secteur-là. Et du coup, je voulais être sûre de bien comprendre. Les groupes électrogènes, en fait, c'est ce qui va correspondre aux bornes justement de recharge des voitures électriques, c'est ça ? Alors en fait, le groupe électrogène alimente les bornes de recharge rapide. Et ça, c'est nos clients qui les installent. Nous, on vient juste leur apporter le système qu'ils vont opérer par eux-mêmes. Parce que l'intérêt de l'éthanol, c'est qu'aujourd'hui, c'est produit en très grande quantité. C'est 120 milliards de litres dans le monde, 10 milliards de litres en Europe. Et 80% en fait, de cette manne énergétique, aujourd'hui, finit dans le moteur thermique. Et le moteur thermique disparaissant petit à petit, en fait, on se propose de continuer à valoriser cette filière en l'utilisant par des biais de piles à combustible pour produire de l'électricité pour la recharge rapide de véhicules électriques. Oui, exactement. Donc, le moteur thermique aujourd'hui, en fait, c'est le théorème de... Ah, pardon ? Non, c'est pas juste pour valoriser l'éthanol. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, pour faciliter son déploiement, il va falloir installer des bornes dites rapides. Ces bornes rapides, en fait, ont des puissances relativement élevées. Et ce qui fait que c'est quand même un problème pour le réseau de devoir fournir des puissances élevées pendant des périodes relativement courtes, d'une demi-heure, voire un quart d'heure. Et aujourd'hui, on a besoin en fait, de trouver des solutions qui viennent compléter le réseau. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de fournir, mettons, vous avez 5 ou 10 voitures qui arrivent dans un hub et qui vont demander pendant une demi-heure quasiment 1 mégawatt de puissance, ça, potentiellement, ça veut dire démarrer une centrale gaz, mais une demi-heure plus tard, vous allez arrêter la centrale gaz. La centrale gaz, en fait, quand on la démarre avec du diesel pour pouvoir mettre en route le système, et puis après, monter en température, et puis après, vous allez pouvoir mettre du gaz dedans, et ça va vous fournir la puissance. C'est pas du tout efficace en fait. Aujourd'hui, ce type de solution, on a quelque chose qui est beaucoup plus pertinent grâce à notre approche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette filière éthanol est vraiment bien dimensionnée par rapport à la recharge rapide, sachant qu'aujourd'hui, les prédictions sur la recharge rapide des véhicules électriques, ça ne va pas être 100% de la recharge. Ça va être entre 10 et 20%. Et aujourd'hui, les 10 milliards de litres, les 8 milliards de litres qui vont être disponibles à terme, si on les passe dans un système comme le nôtre, ça va fournir à peu près 30 TWh d'énergie par an. C'est à peu près l'équivalent de 4 à 5 réacteurs nucléaires. Donc voilà, donc on voit que cette filière de l'éthanol, il ne faut surtout pas la gaspiller. Pas forcément se précipiter tête baissée sur l'hydrogène en se disant tiens, c'est ça le vecteur énergétique que je vais utiliser pour faire des groupes électrogènes. Non, il y a des solutions qu'il faut recycler pour pouvoir faire une transition écologique beaucoup plus douce en fait. Bonjour à tous et à toutes. Fabiola Lévy, je suis étudiante en 2e année à AgroParisTech. En spécialisation agriculture et globalement étudiante plutôt engagée. Déjà, merci pour vos pitchs. Et moi, je me demandais, du coup, toujours sur Watt Anywhere, pourquoi l'éthanol ? Où est-ce que l'éthanol, le bioéthanol, du coup, si je comprends bien, est produit ? Et quelle traçabilité et quelle concurrence avec des cultures, si c'est produit à partir de cultures, quelle concurrence pour l'alimentation humaine ? Alors, ça, c'est une question relativement classique. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, l'éthanol, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un coproduit de la fabrication de sucre pour une bonne part. Donc, notamment, quand vous produisez de l'éthanol à partir de betteraves à sucre,
il vous reste souvent des déchets suite à cette production-là. Notamment un des déchets s'appelle la mélasse. Donc ça, c'est un mélange dans lequel il reste encore du glucose avec des fibres. C'est une espèce de grosse pâte noire qui n'est pas forcément pertinente pour pouvoir produire du sucre et qui peut, en revanche, peut être mélangée à des enzymes pour pouvoir produire de l'éthanol. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, quand on produit de l'éthanol, par exemple à partir de betterave, la betterave ne sert pas à faire que du sucre. Elle sert à faire de l'éthanol, mais aussi avec les restes de pulpe qui ne sont pas valorisables ni pour faire de l'éthanol, ni pour faire du sucre. Et ben ça, cette pulpe, on peut la donner à manger aux animaux. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans le marché de l'éthanol, c'est qu'il n'y a pas de conflit aujourd'hui entre la production d'éthanol et la production de nourriture. Et ça a même été démontré en fait aussi sur les cours du sucre. Aujourd'hui, le cours du sucre, il suit plus le cours du pétrole que le cours de l'éthanol. Donc, parce qu'aujourd'hui, la production agricole, elle a besoin de pétrole en fait pour pouvoir fonctionner. Et c'est surtout ça qui influence en fait les cours de l'alimentation. Merci, j'enchaîne si tu n'as juste sur What Anywhere, si tu n'as pas de questions d'autres. Et ces solutions donc de recharge rapide, est-ce qu'elles sont, je ne me rends pas compte à quel point c'est ergonomique, et exactement à qui vous les vendez et pour quel prix et en quoi vous êtes compétitif d'un point de vue économique, autrement que le fait d'être plus adapté au réseau électrique qui ne peut pas fournir une demande intense en électricité très rapidement. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez sourcer jusqu'à 1 MW de puissance, ça va vous demander parfois jusqu'à 3 ans pour avoir ce raccordement au réseau. Et quand votre métier, c'est de fournir de l'énergie électrique pour les recharges rapides, ça veut dire que pendant 3 ans, vous avez votre dossier qui n'est pas rentable. Il perd de l'argent. Nous, au bout d'1 mois, vous avez votre installation. Donc voilà, vous pouvez tout de suite démarrer votre activité. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans la presse, Total Energy a dit que les premières bornes de recharge qu'ils ont installées, il leur faudrait à peu près 125 ans avant de les rentabiliser. Voilà. Ils l'ont fait parce que c'est subventionné par l'État, mais ça ne va pas l'être définitivement. Puis ils l'ont fait aussi pour l'image. Ça fait partie de la com. Total déploie des bornes de recharge. Donc il y a une véritable problématique de rentabilité qui doit être démontrée avec les bornes de recharge rapide. Et on va permettre en fait cela en autorisant finalement une exploitation beaucoup plus rapide des bornes. Notre système aujourd'hui, finalement, il est plus cher effectivement parfois un raccordement un coût de raccordement au réseau, mais il y a cette compensation du fait que vous avez un retour sur investissement plus rapide. Donc aujourd'hui, à 5 ans, on a un NPV qui est positif, alors que quand vous vous raccordez au réseau, votre NPV à 5 ans, il reste toujours négatif. Donc voilà, c'est le retour sur investissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails financiers. Et puis, il y a aussi d'autres avantages qu'on commence à voir apparaître. C'est qu'aujourd'hui, avec la crise énergétique qu'on est en train de vivre, vous avez, quand vous avez un abonnement électrique, généralement, votre fournisseur d'électricité vous demande de vous engager sur un schéma de consommation électrique, par exemple, tant de kilowatts le matin, tant de kilowatts l'après-midi, tant de kilowatts le soir. Bon, voilà, pour faire très schématique. Aujourd'hui, la recharge rapide de véhicules électriques, c'est quasiment imprédictible. Vous ne savez pas quand est-ce que quelqu'un va venir se brancher et venir demander de la forte puissance. Donc ça amène en fait à des schémas de tarification qui vont être complexes pour les opérateurs de bornes de recharge rapide, parce que vous allez avoir une partie de votre électricité qui va être fournie par votre opérateur, et puis tout ce qui va venir en plus de ce que vous aviez essayé de prévoir, et ça va venir s'approvisionner sur ce qu'on appelle le marché spot. Et le marché spot de l'électricité, il coûte très cher aujourd'hui. Il y a eu c'est un marché, on va dire, de la fourniture quasi instantanée d'électricité. Et sur ce marché-là, le mégawattheure est à 6 000 €. C'est-à-dire à peu près 6 € du kilowattheure, à comparer aux 15 centimes que vous payez aujourd'hui avec votre abonnement EDF. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la presse, on dit demain, la recharge de véhicules électriques va devenir plus chère qu'un véhicule thermique. Il y a aussi cette problématique-là qu'il va falloir arriver à gérer, et notre système est capable de gérer ça et de garantir en fait une tarification flat du kilowattheure pour les véhicules électriques et compétitive. Merci. Je me demandais est-ce que je prononce bien LZR?
Je me demandais, au niveau du business model, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un abonnement que les agriculteurs ou les coops vont payer de façon annuelle? Et une fois qu'ils ont ce plan justement d'itinéraires culturaux, est-ce qu'ils n'ont pas besoin du coup l'année d'après, une fois que l'itinéraire ils l'ont, est-ce qu'ils doivent quand même repayer l'abonnement tous les ans ou finalement ils peuvent arrêter l'abonnement et se débrouiller tout seuls après qu'ils aient eu l'information de l'ERP? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Si, c'est clair. Je vais préciser un petit peu tout ça, effectivement, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais en fait, on a un modèle économique qui va suivre le parcours professionnel des agriculteurs. Ça fonctionne effectivement sous forme d'application web et mobile avec un modèle économique de type SaaS, par abonnement mensuel, après qui peut trimestrialiser, qui peut annualiser bien évidemment, et qui est fonction de la taille de l'exploitation lorsqu'on s'adresse directement aux exploitations agricoles. On a également une offre qui s'adresse aux lycées agricoles et aux centres de formation qui, eux, vont acheter un abonnement pour leurs étudiants pour pouvoir permettre aussi dans les centres de formation de pouvoir commencer à apprendre à planifier, à apprendre à justement poser des hypothèses et tester des hypothèses d'installation potentiellement pour les dossiers du BPRA. Et on a aussi une offre effectivement pour les organisations de producteurs qui là permettent d'avoir des vues personnalisées pour pouvoir permettre aux organisations de producteurs de voir ce qui se passe sur le terrain au niveau de leurs adhérents et d'avoir des informations de traçabilité pour venir alimenter d'autres plateformes comme justement potentiellement Carbon Farmers. Sur ces abonnements-là, en fait, ce n'est pas lié potentiellement à l'itinéraire culturel. On a monté cette base de connaissances d'itinéraires culturaux. Aujourd'hui, ça n'existait pas en France, ni même à notre connaissance dans le monde. Après, si vous connaissez, on est preneur de toute information là-dessus. Mais on n'a pas une base de connaissances, genre un Wikipédia ou un marmiton, si je caricature à grosse maille, des différents itinéraires culturaux qui existent pour le maraîchage diversifié sur l'ensemble des plantes potagères et légumières, voire sur d'autres types de plantes comme les aromatiques, les petits fruits, les engrais verts, etc. Donc on crée, on modélise, on agrège, on structure, on enrichit et on collecte toutes ces informations avec des données de référence sur l'implantation, les calendriers culturaux, sur les différentes tâches, les interventions qui sont présents dans ces itinéraires de culture, sur également du contexte par rapport au climat, à la région, au sol, etc. Enfin, voilà, c'est un gros travail de collecte. Et cette base de connaissances qu'on co-construit avec des partenaires, on la met en accès libre, en open data, sur une plateforme qu'on est en train de développer, qui s'appelle la Serre des Savoirs, et qui va être accessible à tout un chacun pour pouvoir venir soit consulter l'information, soit potentiellement rajouter des nouveaux itinéraires culturaux qui seront utilisables également dans l'outil, mais sur d'autres plateformes, parce qu'on utilise des vocabulaires qui sont ouverts, standardisés, de W3C, donc on est entièrement interopérable là-dessus. Le modèle économique pour abonnement, pourquoi c'est qu'en fait, oui, il va se réabonner d'année en année, parce que derrière, on va suivre son parcours culturel chaque année. On a 3 étapes dans l'outil. La première, c'est la planification, qui est une étape très importante en maraîchage diversifié, qui est fait là en ce moment à l'automne, où il fait le bilan de sa saison et il va prendre son carnet de commandes pour la saison future et il va essayer d'imaginer quel va être son calendrier culturel et son plan d'assolement pour la suite et d'essayer d'anticiper justement les différents travaux. Donc ça, on va l'accompagner. L'utilisation d'itinéraires culturaux lui évite de tout saisir à la main, toutes ces informations de référence, notamment d'implantation, et lui préparer un certain nombre de calculs pour lui faciliter cette tâche-là qui est assez fastidieuse. Une fois qu'il met en œuvre sa planification, ça lui génère ses plans de culture à l'année, avec l'ensemble des fiches de culture qui vont récapituler ce qui est fait sur chacune des cultures, pour après alimenter les bilans de traçabilité notamment, et également un semainier d'intervention qui va être aussi disponible sur smartphone pour lui et également potentiellement pour ses équipes, pour ses salariés, pour ses saisonniers. Et donc, il va utiliser l'application tout au long de la saison pour justement valider en fait les tâches qui ont été planifiées dans le semainier, les modifier, rajouter de l'information potentiellement, remonter aussi des observations, des alertes, etc. Et à la fin de la saison, il va pouvoir obtenir un certain nombre d'informations, tableau de bord, pour pouvoir constater ce qui a été fait au terme de la saison, potentiellement revenir
l'année suivante sur sa planification pour pouvoir la réagencer par rapport à son nouveau carnet de commandes, par rapport à ses changements de pratique, par rapport à un certain nombre de choses, et ainsi de suite, j'ai envie de dire. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner chaque année sur justement l'ensemble de ces opérations, d'acquérir un historique de données sur sa ferme pour qu'il puisse comprendre comment son système fonctionne, qu'il puisse l'adapter, qu'il puisse engager justement des transitions de pratiques agricoles, éviter de désherber avec des intrants chimiques sa carotte qui a un fort coût en maraîchage, et essayer d'anticiper par contre d'autres types de pratiques comme des couverts végétaux ou de l'occultation du sol qui va lui éviter du désherbage après, mais qu'il faut qu'il anticipe dans sa planification. Donc c'est comment est-ce qu'on lui amène petit pas par petit pas, sans changer forcément tout ton système, parce qu'il a besoin d'être rentable, il a besoin de garder sa productivité, effectivement, comme tu le signalais. Donc c'est comment on engage cette transition petit bout par petit bout pour que justement, de fil en aiguille chaque année, et donc on va continuer à alimenter ces itinéraires de culture, on va continuer à brancher de nouveaux référentiels, notamment des référentiels qui n'existent pas encore, qui sont en cours de construction avec des chercheurs sur les biocontrôles, sur les engrais verts et un certain nombre de choses. Et donc c'est ça aussi qui va avoir accès dans l'application au fur et à mesure, qui va continuer à s'enrichir pour aller répondre aux différentes exigences de son métier. Merci. Désolée, la réponse était peut-être un peu longue. Ah, dernière question en total ou pour cette startup? D'accord, ok. Ok. Du coup, pour vous, Elzéar, vous, sur le terrain, vous allez plutôt prendre des données sur quel type de structure, quel type d'exploitation agricole, et vous avez pour vocation de fournir de la donnée, de la data en open à quel type de structure aussi, puisqu'en maraîchage, il y a du 0,5 hectares et il y a du 150 hectares. Donc, et on adresse le 0,5 comme le 100 hectares. Et c'est un peu là où est toute la complexité et où nous, on a un gros travail sur l'ergonomie, l'appropriation de l'outil et justement les fonctionnalités qu'on met en place. C'est de pouvoir adresser à la fois des petits, des très petits, qui sont souvent justement en très forte diversification, mais comme des plus gros aussi, qui ont aussi une transition à effectuer et des obligations réglementaires et des besoins en traçabilité qui sont importantes. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner. En fait, quand on a démarré le projet, au tout départ, on a fait un ensemble d'ateliers de co-construction, comme je l'ai dit, sur le terrain, mais on a aussi mené une étude sociologique avec l'ESA d'Angers pour pouvoir étudier quel est le profil des maraîchers aujourd'hui en France, donc tout confondu, que ce soit des ruraux, des périurbains, des urbains, des bio, des conventionnels, des circuits courts, des circuits longs, etc., etc. Et en fait, on a identifié 7 profils différents, et sur 7 profils, on en adresse 2 spécifiquement, qui sont les néos, les porteurs de projets en installation, parce qu'on a besoin de les soutenir dans justement l'appropriation de ces références techniques et la mise en œuvre de leurs parcours culturaux, et les gestionnaires expérimentés qui ont besoin d'accéder à cette transition agroécologique, mais sans remettre en cause tout leur système, et de pouvoir avancer et de garder un facteur production important in fine, quoi. Et donc c'est eux qu'on va adresser. Et du coup, les itinéraires de culture qu'on collecte, on les collecte sur l'ensemble de la filière aussi. Et l'idée, c'est justement de partager le maximum de contexte lié à ces itinéraires de culture. Notamment, on a une variable qui va être le degré de mécanisation avec je fais tour manuel, je fais du tracté animal, je fais du motoculteur, je fais du tracteur ou je fais du robot. Donc c'est assez des grosses mailles, mais n'empêche que ça permet de caractériser déjà pour partie cet itinéraire. Et voilà, on a un ensemble d'autres facteurs comme ça qui va permettre aux uns ou aux autres de pouvoir s'approprier ou pas l'itinéraire, ou de le modifier après selon sa propre personnalisation, et de pouvoir le partager. Merci. C'était pour Terra Innovia, ou Innova, pardon, j'ai peut-être mal noté. J'avais juste une question sur les clients. Donc, tu disais que c'était les entreprises de BTP, c'est ça? Entreprises de BTP et les aménageurs aussi. Ok. Et donc, eux, ils vont venir chercher votre solution en se disant « je veux valoriser », mais imaginons, dans le pire des cas, on ne trouve pas d'agriculteurs derrière pour valoriser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour les entreprises donc, qui sont nos clients, qui vont nous solliciter,
Ils ont une petite part de risque à nous solliciter. En fait, sinon, on va trouver par exemple que les terres sont polluées ou alors qu'on trouve vraiment pas du tout d'agriculteurs. Ils vont payer une toute petite étude, mais ça va être des frais assez mineurs pour eux. Et on va leur dire désolé, on n'a pas trouvé. Et dans ce cas-là, ils auront payé un petit peu et on leur fera une réduction sur une prochaine étude. Mais la plus grosse partie, on va essayer de cibler si on répond à l'offre, c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt agricole généralement autour. Ok, très clair, merci. Merci, c'est très intéressant. Mais comme on est limité dans le temps, on va devoir conclure les questions. Du coup, je vais laisser le jury délibérer quelques minutes, qui va dans le but de classer les startups selon plusieurs critères. Donc, on a l'innovation et la durabilité économique, sociale et environnementale. Donc là, je vous remercie et puis je reviens vers vous dans quelques minutes. Le choix avait l'air difficile, mais le jury a délibéré. Du coup, je vais leur laisser la parole pour expliquer comment ils ont choisi. Déjà, on voulait vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce pitch. C'est compliqué de vous classer avec ces 4 critères ensemble parce qu'on a relevé certains pour un critère, on se dit waouh, c'est exactement ça. C'était un peu difficile de vous départager. Donc voilà, ça reste un choix qui se fait aussi un peu avec ce qu'on a ressenti de vos présentations. Voilà. On commence par la fin ou on commence par le début? La fin. Donc en 4e position, on a décidé de placer What Anywhere. Donc on a été alors c'est pas forcément effectivement notre sujet notre sujet d'étude ou ce qu'on a fait, mais on a quand même bien réussi à comprendre. Votre présentation était très claire, très dynamique. Vous avez aussi, moi j'ai souligné beaucoup le contexte économique, énergétique. Moi j'ai beaucoup apprécié ça. C'était parfois difficile en termes peut-être de critères sociaux, de vous mettre à une place au-dessus. Je sais pas si tu... Non, mais c'était très clair. Peut-être dans des futurs pitchs, accentuer un peu plus le fait que vous trouvez que c'est une solution essentielle. Ça pourra peut-être rendre un peu plus rentrer dans la tête que c'est justement quelque chose d'essentiel et que c'est pas juste un nice to have pour la société, mais que ça répond à un réel pain point. Sinon, peut-être aussi détailler la partie... je dis ces choses-là si jamais vous refaites des pitchs plus tard, j'en doute pas. Sur la partie concurrence, donc des sociétés qui font la même chose que vous et comment vous vous différenciez par rapport à ça. Et détailler aussi peut-être un peu le côté client et ce qu'eux, ils vont y gagner à passer par votre solution plutôt que ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Et je tiens juste à dire aussi les solutions que apporte What Anywhere, elles sont difficiles à quantifier d'un point de vue uniquement social, uniquement environnemental, uniquement économique, uniquement innovation. On a l'impression que c'est... il y a le côté résilience du réseau, il y a le côté pratique, il y a le côté faire en sorte que la voiture électrique se pérennise. Ça c'est des choses qui prennent un peu en compte tous ces critères, donc c'était difficile. J'enchaîne pour le classement. Tintintin, roulement de tambour. En 3e position, on a décidé de placer Terra Innova. Donc merci encore pour ton pitch. Alors moi j'ai eu l'occasion de te parler juste avant sur le forum. Donc la question en termes économiques, on avait l'impression que, en fait, oui, c'est complètement ce qu'il faut faire si c'est plus rentable pour tout le monde et qu'en plus on peut
enfin pas gâcher les limons comme sur le plateau de Saclay. Trop bien. La question, c'était plus en tant que pérennisation. Vos concurrents, on n'avait pas forcément aussi d'idées. Et je sais plus l'extérieur, quand c'était dit. Ouais, je vais peut-être détailler un peu par rapport à la question que je te posais, tu vois, le business model et du coup l'équation économique un peu de l'entreprise, comment ça fonctionne, ce que les clients y gagnent, ce qu'ils y risquent ou ce qu'ils y risquent pas d'ailleurs. Et peut-être aussi que les agriculteurs ont sûrement y gagné aussi quelque chose. Peut-être un peu justement le pain point auquel vous répondez de façon économique, comment peut-être un peu plus appuyer là-dessus sur les prochains pitchs, mais sinon c'est sûr que l'intérêt social et environnemental il est très clair. On peut espérer qu'on va de moins en moins artificialiser des sols et qu'on va de plus en plus sanctuariser nos terres agricoles. Est-ce que tu veux faire le dernier En deuxième position, on a mis LZR. Donc là aussi, intérêt social et environnemental absolument très clair. On voit pas mal, nous, de startups dans notre GIFO qui commencent à se positionner là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Asolia, par exemple, ce genre de... Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que fonds d'invest, souvent on se dit que grande culture, ça veut dire forcément marché plus grand. Et donc, mais ouais. Mais en même temps, il y a aussi besoin d'accompagner. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quand même un besoin là aussi. Et du coup, effectivement, pendant les prochains pitchs, préciser le business model, comme tu l'as fait dans les questions. J'avais aucune notion du temps. Ouais, non, c'est sûr. Ça fait un moment que je parle. En fait, quand même, en fait, voilà, j'ai raccourci. Et du coup, tu as bien détaillé par la suite les clients. Me poser une question aussi sur la barrière à l'entrée, sur le fait que la base de données elle soit publique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres startups qui peuvent venir aller chercher de la donnée dans cette base et ensuite reproduire votre propre modèle Mais l'intérêt, c'est justement, pour nous, la connaissance, c'est un bien commun, ça doit circuler. Bah, du coup, il y a aussi cet aspect-là social, finalement, là aussi, quoi. Ouais, mais comme on a une reconnaissance aussi par la communauté du fait à l'origine, et on a quand même notre propre marque derrière imposée. Et l'objectif, c'est effectivement après de pouvoir s'interopérer et de travailler avec l'écosystème autour de nous, donc potentiellement avec Carbon System, potentiellement avec Nanotechnologies sur les robots désherbage, potentiellement avec Minat. Et en fait, le fait d'utiliser de l'open source et des vocabulaires et des outils standards permet effectivement de faciliter aussi cette innovation et l'apport de valeur pour l'agriculteur. Parce qu'au final, nous, notre mission, c'est ça, c'est comment on apporte de la valeur à l'agriculteur. Et en termes c'est vrai souvent l'open source est vu comme la dissémination, comme la perte de valeur. Et en fait, c'est tout le contraire. Ça apporte au contraire énormément de valeur parce que l'agriculteur, il a intérêt en fait à ce que la donnée circule, à ce que la connaissance circule justement, surtout en ce moment où les données changent et les connaissances ont besoin de changer très rapidement. Et donc, si on peut effectivement faire en sorte que des conseillers, que d'autres outils, que des chercheurs s'emparent de cette donnée-là pour pouvoir justement en faire quelque chose qui va apporter de la valeur à l'utilisateur, voilà. On pense qu'au contraire, ça ne peut que permettre de créer des émulations et de justement répondre à certaines attentes qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. Très clair. Merci de ne pas laisser les maraîchers laisser pour compte. Et nous aussi, à AgroParisTech, je ne sais pas s'il y a des membres de l'équipe pédagogique dans la salle, mais on n'étudie pas assez, je trouve, les productions maraîchères et on se concentre beaucoup sur d'autres productions. Venez les étudier avec nous. Voilà, Et pourtant, la plupart des étudiants ont fait des stages en première année en exploitation maraîchère, voilà, pour leur côté diversifié. Et on a bien senti aussi le fait que vous venez par mission. Le fait aussi que vous en appelez un peu au public au tout début. Enfin, voilà, vous nous parlez vraiment. Vous savez que. Enfin, voilà, moi j'ai noté ça et que j'ai trouvé que c'était. Voilà, ça nous prenait un peu plus dans nos tripes et on se dit mais oui, en fait, c'est vrai que en fait, on peut pas. Alors oui, les grandes cultures, ça fait. Voilà, forcément, c'est toujours des grandes.
beaucoup plus d'hectares, on se dit que c'est un marché énorme, mais en fait, évidemment, on a besoin des productions maraîchères. Et le fait que vous embarquiez tout le monde, des conventionnels, des acteurs biologiques, des 0,5 hectares, des 120 hectares, bravo quoi. Merci. Et ensuite, on a mis en première position Carbon Farmers. Là, je pense que tu le sais mieux que nous, il y a beaucoup de startups sur ce secteur-là. C'est un marché très porteur qui répond à un réel besoin à la fois au niveau des agriculteurs et des grands groupes qui ont envie de réduire / compenser leurs émissions. Et le carbone, aujourd'hui, c'est sujet number one aux bouches de tout le monde. Ton business model, c'était très clair. Et la première question que je me suis notée justement sur le carnet, c'était la concurrence. Et tu as répondu assez rapidement avec les 3 avantages compétitifs de toi-même dans ton pitch. Je te dirais dans les pitchs futurs de vraiment bien, quand ce sera des plus longs pitchs face à des investisseurs et autres, de vraiment bien appuyer là-dessus parce que c'est un marché très flou et même avec méthode bilan carbone de l'ADM, etc. On peut s'y perdre un peu, les investisseurs ils peuvent s'y perdre un peu. Et du coup de vraiment bien faire ressortir la proposition de valeur. Mais aujourd'hui, le positionnement social économique innovant, et c'est quoi le dernier, économique, était clair pour nous. Environnemental, pardon, était clair. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a énormément de concurrents. Donc c'est toujours très bien de dire en quoi on se démarque. Et moi, je noterai aussi votre volonté de transparence et de maximiser le revenu des agriculteurs. Parce que derrière, c'est quand même, un peu comme Elzéar, c'est leur permettre de changer leurs pratiques et sensibiliser, et aussi se dire qu'en fait, c'est eux qui nous nourrissent. Et c'est pas uniquement pour aussi permettre à des entreprises de compenser. Voilà. Il y a quand même cet enjeu-là très important. Merci beaucoup. Bravo à tous, c'était vraiment des beaux projets. Et puis on va conclure là, on a déjà un peu de retard je crois. Donc merci à tous d'être venus, bravo à vous et puis à bientôt.